Je vais le faire. Si c'est possible, juste comme me faire un petit signe quand il restait à peu près 3 minutes. D'accord. Comme ça, je vais pouvoir. D'accord. En fait, ce que j'avais préparé pour ma communication aujourd'hui, je me suis rendu compte hier soir que c'était beaucoup trop. Donc, je vais sauter la partie sur la problématique théorique et sur la méthodologie de ma recherche pour arriver plus rapidement aux catégories et aux questionnements que j'ai construits à partir de mes données ethnographiques, c'est-à-dire des récits de vie avec des personnes intersexuées, la consultation de groupes intersexués sur Internet, de sites Internet sur l'intersexualité, des groupes de discussion et aussi un grand nombre d'articles et d'écrits provenant de personnes militantes intersexuées. Donc, ma communication porte sur une recherche multisite effectuée pour l'obtention d'un diplôme de maîtrise en anthropologie. Il s'agit d'une étude exploratoire qui se présente comme une réflexion sur la condition d'être une personne intersexuée ainsi que sur la déstabilisation éventuelle des catégories sociales binaires de sexe remises en cause par le discours émergent de militants intersexués. Cette recherche ne prétend pas cependant être représentative naturellement de la vie de toutes les personnes intersexuées. Depuis une quinzaine d'années, la parole des personnes intersexuées remet en question le postulat de la norme médicale et sociale imposant deux types de corps exclusifs, mâle ou femelle, la prétendue naturalité sur laquelle repose ce postulat, le pouvoir du discours biomédical comme discours de vérité sur la catégorisation des sexes et l'utilisation de pratiques médicales souvent non librement consenties afin de normaliser très souvent des corps d'enfants. Selon les normes sociales et médicales en cours, les personnes intersexuées ont une physiologie ambiguë, incluant des caractéristiques sexuelles des deux sexes. En moyenne, on peut dire qu'un enfant sur 2000 à la naissance nécessite de nos jours l'intervention d'une équipe médicale spécialisée d'assignation sexuelle pour déterminer le sexe qu'il aura. Dans le but de normaliser le sexe, ces enfants subiront à la naissance une correction génitale qui nécessite souvent plusieurs interventions et devront, pour la majorité d'entre eux, prendre des hormones toute leur vie pour maintenir l'apparence de ce sexe qu'on leur a assigné à la naissance. Pour les autres personnes intersexuées, le sexe est déterminé de façon évidente à la naissance, mais les hormones changent la trajectoire lorsque la personne se développe en grandissant de façon non conforme avec le sexe qui lui a été attribué à la naissance. Surtout lors de l'apparition des caractères sexuels secondaires tels que la barbe, les seins, la pilosité, le ton de la voix, etc., donc à la puberté. En considérant toutes les conditions intersexuées reconnues par le système médical, de nombreux auteurs considèrent que les personnes intersexuées constituent entre 1,7 et 4 % de la population. Maintenant, comment vit-on avec un corps intersexué? Que se passe-t-il quand ce corps qui nous constitue est réputé différent de celui des autres personnes? Quand le regard des autres posé sur le corps, et particulièrement le regard du système biomédical, fait prendre conscience à l'individu qui vit ce corps qu'il n'est pas conforme à ce qu'on en attendait et que la différence est suffisamment grande pour introduire une distance ontologique entre soi et les autres, la distance qui sépare l'humain du non-humain. Il est important de spécifier que chaque personne vit l'expérience d'un corps intersexué de façon différente. Ce dont je traiterai ici, c'est de l'expérience de personnes intersexuées ayant vécu beaucoup de difficultés et de questionnements par rapport à leur intersexualité et ayant choisi de s'investir dans l'activisme pour tenter de faire changer les traitements et les protocoles médicaux normatifs et pour faire de la sensibilisation sur la condition des personnes intersexuées. Ce sont également souvent des personnes qui se disent féministes et qui ont une grande réflexion par rapport au sexe, au genre, au corps, qui connaissent Butler, en tout cas plusieurs auteurs. Comment vivre avec un corps travaillé par la biomédecine? Selon les militants, les interventions chirurgicales vécues par de très nombreuses personnes intersexuées nées depuis les années 50 dans les pays occidentaux contribuent à les invisibiliser et à renforcer la binarité des sexes de façon stricte dans la société. Selon un militant, et je le cite, « On est en train de mutiler ces enfants et de leur injecter des hormones qui leur causent beaucoup de problèmes parce que ce sont des monstres qui sont inacceptables dans notre société et ça bouscule l'illusion des deux sexes. » D'ailleurs, les personnes intersexuées ont souvent été des
bêtes de foire dans le passé. Et de nombreuses personnes intersexuées sont identifiées comme des monstres par les autres et s'identifient aussi parfois comme telles. Ces interventions sont d'ailleurs appelées mutilations plutôt qu'interventions chirurgicales dans le milieu militant, ce qui est très significatif sur la façon dont les personnes conçoivent ce qu'on leur a fait. Ces interventions sont faites dans le secret et on n'explique jamais à l'enfant ce qu'on lui a fait et pourquoi. Au contraire, selon les théories médicales, l'enfant ne doit pas savoir afin, soi-disant, de ne pas nuire à son développement, qu'il ne puisse pas développer un sentiment de confusion par rapport à son sexe, ce qui correspond aux injections des recherches et de la théorie de John Monnet. Philippe rapporte cet état de fait, et je le cite, « Tout ce que je me souviens, c'était, je ne sais pas exactement, vers l'âge de 3 ou 4 ans, j'étais restée au lit pendant, je ne sais pas, peut-être des mois, et je ne pouvais pas. C'était difficile de bouger les jambes et il fallait réapprendre à marcher. On ne m'a jamais raconté exactement ce qu'on a fait, on m'a dit un mensonge, on m'a dit que je souffrais d'une appendicite. Mais le problème, c'était que ce qu'on avait fait, c'était changer mon corps, mais je ne sais pas exactement comment, et la raison que je ne pouvais pas bouger, c'était parce qu'il ne fallait pas défaire ce qu'on avait fait, mais on ne m'a jamais raconté ce qu'on a fait. » Vincent, un autre militant, utilise une formule que je trouve très expressive, qui dit « On nous interdit de dire ce qu'on ne nous a pas dit que nous étions ». Ce que j'appelle le double secret auquel sont tenues les personnes intersexuées. L'hormonothérapie est très souvent utilisée aussi afin de normaliser les corps des personnes intersexuées. Elle peut commencer à un très jeune âge et se poursuivre pour la vie entière ou être utilisée à certaines périodes de la vie. Elle est accompagnée de nombreux effets secondaires indésirables, d'autant plus quand celle-ci n'est pas choisie délibérément par la personne mais imposée à l'individu. D'autres traitements ont aussi été appliqués, comme celui reçu par les petites filles chez qui on crée ou agrandit un vagin de façon chirurgicale et qui doivent recevoir par la suite des dilatations quotidiennes afin de maintenir cette ouverture. Lorsqu'elles sont enfants, il en résulte un traitement douloureux et traumatisant où les proches, souvent la mère, doivent introduire un dilatateur dont la taille augmente avec l'âge de l'enfant dans le vagin et le faire tourner pour maintenir l'ouverture vaginale afin qu'elle ne se cicatrise pas en se refermant. Voici le témoignage de Philippe à ce sujet qui illustre bien à quel point ce traitement est d'autant plus intolérable qu'il est entouré du secret. Ma mère faisait des choses avec mes organes génitaux. Il fallait empêcher que le vagin se referme, alors il fallait mettre des trucs dedans. Ça me faisait mal, je me sentais tellement... Je ne sais pas comment le dire. En tant qu'adulte, je peux utiliser le mot agresser, mais je n'avais pas de mot pour cela. Mais pourquoi est-ce qu'elle me traite comme ça? Et puis, elle m'a montré comment il fallait faire, mais personne ne m'a jamais expliqué pourquoi je devais faire des trucs comme ça. La douleur physique et psychologique fait partie de l'expérience des personnes intersexuées, que ce soit la douleur subie à cause de nombreuses interventions sur le corps, celle imposée par les limites des corps qui ne fonctionnent pas bien, ou de la douleur psychologique causée par le rejet. Certains moyens sont utilisés par les personnes intersexuées pour se sentir mieux alors qu'elles vivent encore le secret entourant leurs conditions. Ce sont souvent des activités solitaires comme le dessin, la lecture ou la pratique religieuse. Après avoir assumé son intersexualité, cependant, le fait de ne plus avoir à se cacher et à vivre dans la peur que son secret soit découvert libère l'individu. André a pu en faire l'expérience après que son intersexualité ait été dévoilée publiquement malgré lui. Après de difficiles moments, il estime être bien mieux aujourd'hui parce qu'il peut parler librement de sa situation. Le sentiment de pouvoir agir sur sa situation et de pouvoir reprendre son destin en main est également libérateur, ainsi que le fait de récupérer le pouvoir de décision sur les interventions faites à son corps. Maintenant, je vais aborder différentes catégories. La puberté et l'adolescence des personnes intersexuées. L'adolescence en Occident, c'est bien connu, est une période de transition souvent difficile. Pour les personnes intersexuées, cette période semble en être une de très grands traumatismes avec le corps qui se transforme de façon imprévisible, mais aussi de façon atypique par rapport au père, en trahissant l'image que l'on se fait de soi-même. Une puberté, donc, où le corps se développe